Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation et en cette fin de saison de l'action que par cette chaleur caniculaire, je vous engage à pratiquer en mode spectateur dans une salle obscure et de préférence climatisée. À moins d'être mon invité et d'être de fait capable de patater James Bond sans remords ni regret, de gérer une cité en plein chaos comme dans Athéna de Romain Gavras, de faire des merveilles dans la série Les Sauvages, comme de faire trembloter les voix et rendre l'œil humide dans Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Enfin, c'est parce que j'avais de l'allergie, vraiment. Un acteur tout-terrain avec apparemment une petite préférence pour ceux qui sont accidentés de terrain, théorie confirmée par le film qui l'amène aujourd'hui, qui sortira cet été. Les Orphelins d'Olivier Schneider, qui sera le 20 août au cinéma. Bonjour Dali Ben Salah. Bien le bonjour. Filmo non exhaustif, je précise évidemment, il en manque, mais il fallait faire des choix. Ouais, il fallait faire des choix. Bon. Mais merci pour cette sélection. Merci de venir dans ce studio. Question peut-être indiscrète, vous apprêtez à passer un été studieux, enfin tu t'apprêtes à passer un été studieux ou plutôt vacances de temps en temps, c'est pas mal. Pas de vacances pour les vrais, comme on dit. Non, studio. Voilà, Studio lapsus. et studieux, ouais. Studio et studieux, petit lapsus, mais ouais, studio, mais tranquillement, à mon rythme. Ouais. J'ai des choses à préparer, mais en même temps, je me suis autorisé un petit moment de J'espère pause. bien. Voilà. J'ai bien aimé le lapsus sur le studio. J'ai cru que tu allais annoncer, j'enregistre un premier album. Il va donc sortir. De fait, voilà, c'est pour la rentrée. Non, une question sur la musique qui est rituelle dans cette émission. Quelle place est-ce qu'elle prend la musique dans ta vie de tous les jours et à quoi est-ce qu'elle te sert ? Dans la vie de tous les jours, la musique, c'est un compagnon de voyage. Ouais. Premier compagnon de voyage, je pense. Il peut y avoir une source d'inspiration parfois. Parfois, quand on reçoit même des scénarios avec des notes d'intention, il y a déjà des musiques présentes sur le papier et ça permet de faire voyager notre imaginaire de comédien en préparation sur un rôle. Et après, juste, voilà, comme tout le monde, j'aime écouter de la musique et ça me permet de m'évader ou juste de savourer un moment, tout simplement. Est-ce que tu es un comédien à playlist ? Est-ce que toi, tu t'en établis en fonction de ce que tu te racontes des personnages ? Non, je vais pas jusque-là. J'ai des playlists dans la vie, par contre. J'aime bien me faire des playlists sport, par exemple. Ouais. Voilà. J'avais démarré pas mal de playlists et finalement, ça prend du temps. Et j'aime bien aussi me laisser surprendre, de balancer un mode aléatoire. Et voilà, non. Je suis en playlist non aboutie. Étonnamment, j'ai une playlist sport sur laquelle il n'y a rien. C'est sans doute pour ça que je n'ai jamais fréquenté de salle. Pour démarrer cette émission, et ça n'a aucun rapport, j'ai choisi Dr. Dre, Eminem, on écoute Forgot About Dre. Le score sur Radio Nova. Forgot About Dre, Dr. Dre, Eminem sur Nova, titre choisi puisque j'ai ouï dire que mon invité Dali Ben Salah avait eu une petite période Dr. Dre, Eminem. Je ne sais pas si c'est toujours d'actu, mais surtout si c'est une info ou une intox. Je sais pas d'où ça sort, mais bien sûr, mais je pense que tout le monde doit avoir cette période. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Contractuel. C'est contractuel, c'est culturel, c'est important. Ouais. C'est toujours un plaisir à réécouter, carrément. On parle aujourd'hui du film d'Olivier Schneider qui sera le 20 août au cinéma, Les Orphelins. Et ces orphelins, ce sont Gab et Driss. Ils ont grandi ensemble, mais ils se sont depuis fâchés. Ils ont fait des choix de vie différents. L'un est flic à l'IGPN, Alban Lenoir. L'autre plus proche des voyous, c'est toi dans le film. Les deux se retrouvent dans des circonstances dramatiques, la mort suspecte de leur amour de jeunesse. Cette dernière a une fille de 17 ans, Leïla, et elle semble bien décidée à se faire vengeance. Charge à Gab et Driss de l'en empêcher et de la protéger. Tu connais bien le réalisateur, si je ne m'abuse, Olivier Schneider, coordinateur des cascades sur James Bond. Vous vous êtes rencontrés, j'imagine, donc sur ce tournage. Celui de Mourir peut attendre. Est-ce que tu savais de fait qu'il y avait des chances que ce soit un tournage un peu physique, vu le profil du bonhomme? Ouais, il y avait quelques indices, on peut dire. Et quelques indices, mais en même temps, la première conversation que j'ai eue avec Olivier à ce sujet, au sujet du film, que je n'avais pas encore lu à l'époque, c'est de dire, ok, j'adore l'action, j'adore le film d'action, mais il ne faut pas que le scénario, l'histoire soit un prétexte ensuite derrière. Ouais. Voilà. Et à la découverte du scénario, une belle surprise de dire, ok, ça se tient, c'est même très très bien, et l'action sera omniprésente, mais vraiment au service d'un récit. Il y a une histoire qui avance, qui se déroule et qui nous emporte. Est-ce qu'il t'a expliqué pourquoi il t'avait projeté dans le rôle de ce profil-là plutôt que dans l'autre, que dans celui du flic, simplement? Non, il me l'a pas dit, non, pas clairement. En tout cas, je sais qu'il avait déjà en tête Gab, Alban Lenoir, et il m'avait en tête aussi d'une certaine façon. Je pense qu'on est deux comédiens qu'il a pu croiser dans
dans son parcours, avec qui il avait très envie de retravailler. Et il a dû faire cette association, ce binôme, d'une certaine manière. Et finalement, on va dire qu'il y a du travail. Chacun d'entre nous, entre Alban et moi, on a du travail à faire sur nos personnages. Parce que le personnage de Gab, le personnage d'Alban Lenoir, n'est pas proche de lui en soi. C'est un personnage assez mutique, assez droit, assez carré. J'ose imaginer que vous ne leur ressemblez pas complètement. Au personnage ? Non. Il y a toujours une part de nous dans le personnage. Après, est-ce que... Voilà, ce sont simplement des curseurs. Ça, on part toujours de nous. Et après, il faut réajuster. Mais non, pour répondre à la question, je ne sais pas du tout. Non. J'aurais pu faire Gab, complètement. Bah oui, après c'est un choix j'imagine. Mais donc là on se retrouve au cœur d'une comédie d'action française en mode buddy movie. Est-ce que c'est un genre qui toi te séduit comme spectateur ? Ouais, complètement. Et de toute façon, j'ai pas eu vraiment le choix parce que ça fait partie aussi d'un parcours. Je pense comme pour beaucoup de gens, surtout ceux de ma génération, début des années 90 ou avant, les buddy movies, on avait d'excellente qualité. Il y avait L'Arme Fatale avant. Évidemment. Tango et Cash. Bad Boys, Rush Hour. Ouais. Pour moi, Rush Hour, même c'est le top du top. Il y a même un Die Hard qui vire au buddy movie, celui avec. C'est non, je veux pas dire le dernier parce qu'il y a eu un reboot après. Mais l'avant-dernier. Ouais. Mais du coup, ça fait complètement partie de ma culture cinématographique. Et du coup, et ce sont des films on va dire, on prend du plaisir à aller voir et on sort avec la banane et c'est le plus important. Et c'est un peu l'objectif de ce film aussi. C'est la première fois que je l'ai vu, que je l'ai visionné, je suis sorti avec la banane. J'avais beaucoup de critiques, d'autocritiques, de jugements. C'est normal, c'est notre travail. Dès qu'on voit ce qu'on a fait, on se dit ok, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est trop tard, faut l'accepter, faut le digérer, c'est notre travail aussi. Mais je suis ressorti quand même avec la banane. Et ça me permet de me dire que ok, c'est un buddy movie qui existe. Peu importe la critique, à quel point je suis critique envers moi-même. Tu l'es film. Tout le temps ? Systématiquement. Tu m'as l'air d'être assez pointilleux. Ouais, surtout sur tes performances. Absolument, mais je pense que c'est très important parce qu'on a de cesse d'évoluer, c'est un parcours. Et ça me rappelle même Roche Dizem quand il a reçu son César meilleur acteur il y a quelques années, qui disait c'est un marathon. Ouais. Et il faut le prendre aussi dans ce sens-là, où c'est un marathon de pouvoir rebondir, d'aller de travail en travail, de rôle en rôle, certes, de pouvoir trouver ses opportunités, savoir les reconnaître, mais toujours donner le meilleur qu'on peut en fonction du projet, parce qu'on sera toujours jugé sur la dernière chose qu'on a fait. On continue de parler des orphelins dans un instant, on écoutera aussi Little Sims et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Little Sims sur Nova avec Point and Kill. C'était vraiment littéralement un titre pour illustrer une comédie d'action vraiment visée, tirée. Je suis en compagnie de Dali Ben Salah puisqu'on parle du film d'Olivier Schneider, Les Orphelins, qui sortira le 20 août. On le disait, c'est un buddy movie, c'est une comédie d'action. On parlait de référence il y a un instant. Et alors j'ai lu que Olivier Schneider avait une référence très particulière qui venait pas du monde du cinéma pour ton personnage, celui de Driss. C'était Ray Donovan. Est-ce que tu connaissais la série ? Non, du tout. Ouais. Ah non, du tout, non, j'étais même pas... ça m'est passé comme ça, alors la ref, non, j'ai pas... C'est un type qui est payé pour régler les problèmes des autres, vraiment littéralement. Un nettoyeur ? Ouais, un peu un nettoyeur et un peu dans les rouages politiques, c'est-à-dire dès qu'il y a un souci, il est là pour faire disparaître les choses. Ok. Ouais. Je vois ce qu'il veut dire dans le personnage qui est à la limite de la légalité. Limite... plutôt moins en fait. Le duo dans ce film, c'est le nerf de la guerre, puisqu'on parle de buddy movie. Comment s'est passée la collaboration avec Alban Lenoir ? Parce qu'on se rend compte, en fait, en vous voyant tous les deux, que vous êtes assez peu à pouvoir endosser des rôles qui soient à la fois dans le jeu et dans le physique. Ça s'est super bien passé, dans le sens où Alban est, on va dire, quelqu'un de généreux, un comédien très généreux, qui est très, très alerte à tout ce qui se passe, que ce soit sur la comédie ou même la technique. Ouais. Il est un peu partout. Et ça, c'est génial de voir un acteur travailler de cette façon. C'est que vraiment, il englobe la technique et les comédiens, la mise en scène, etc. Pour lui, c'est un tout. Et il veut être au courant de tout parce qu'il a envie toujours de faire la meilleure des choses. Et si le cadre est comme ça, il va essayer de se pencher de la meilleure de façon pour entrer dans le cadre. Et parfois, voilà, ça prend
ça prend le temps qu'il faut parce qu'il a envie que tout le monde soit content. Et ça, c'est une force, c'est un gentil, c'est un généreux. Ouais. Et je suis pas du tout comme ça, donc ça équilibre. Moi qui suis une horrible personne sur les plateaux, j'imagine bien que non. Non, mais c'est très étonnant parce que moi, je suis pas du tout une spécialiste ni du sport et encore moins des sports de combat. Je trouve que la répartition des personnages est hyper bien faite parce qu'on voit même à l'écran que vous n'avez pas du tout la même manière de cogner. Ah ouais? Ouais. Enfin, je sais pas si c'est une projection, mais en tout cas, les personnages sont tellement différents qu'il y a même dans la manière de combattre un truc qui est très différent et très marqué. Bien vu, parce que forcément, il y a aussi une volonté de ça, de marquer les personnages avec la façon dont, certes, ils ont grandi ensemble, mais leur parcours, leur formation fait que, il y a des automatismes, des façons de faire qui appartiennent vraiment à des corps de métier, même si on veut être assez précis. Est-ce qu'il y en a un fait plus du système A ou Krav Maga ou je ne sais quoi? Chacun, on va dire, a sa façon de faire. Et il y a on va dire, quelque chose de... Mais même pour les personnages qui complètent ce film. Romain Lévy, par exemple, qui joue le méchant. Qui fait Jonas, le méchant. Hyper impressionnant, Terminator. Il a une façon de se déplacer, de combattre qui est très... Rien que sa façon de marcher est flippante, moi, je trouve. C'est complètement un Terminator karatéka, pour le coup. Et la jeune Sophia Faïdi aussi, qui joue Leïla, qui a une scène de combat qui est l'entrée du film. Ouais. Alors, elle qui est vraiment dans un contexte sportif, mais qui est quand même très impressionnante aussi. Complètement, avec la canne de combat qui est aussi... C'est ça, c'est qu'il y a vraiment chaque personnage à sa dimension sportive, son art martial. Et ça, oui, il fallait rien laisser au hasard. Je pense que Olivier et son équipe avaient complètement conscientisé ça. Alors, je parle de duo, mais la réalité, c'est que c'est plus dans le fonctionnement un trio avec cette jeune femme. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle semble presque plus mature que les deux adultes qui l'accompagnent. Et alors, moi, ce qui me fait beaucoup rire dans votre duo avec Alban Lenoir, c'est qu'on sent que c'est deux grands garçons qui sont en même temps très embarrassés, notamment avec leurs sentiments. C'est-à-dire, quand ils se retrouvent, plutôt que de se prendre dans les bras, ils se foutent sur la gueule. Ce qui est vraiment un truc d'enfant, quoi. Alors, virilité, masculinité toxique, je sais pas, mais voilà, un truc d'enfant. Oui, il y a un truc très enfantin. C'est complètement enfantin, c'est génial. C'est complètement ça. Et merci de dire aussi que c'est un trio, parce que finalement, le film démarre comme ça, avec vraiment ce binôme, ce duo de choc accidenté, parce que, il va falloir faire des choses, on n'a pas envie de les faire, mais il faut faire équipe pour faire front. Ouais. Et finalement, le meilleur atout, c'est la présence du personnage de Sonia Faïdi dedans, c'est clair. Alors, je précise aussi qu'au casting, Anouk Grimberg, Aurore Clément, qui sont absolument formidables. Et alors, on parle de comédie d'action. Action, on a bien compris. Et la comédie, elle repose sur Driss, en fait, dans le binôme. Et tu me sembles extrêmement à l'aise dans un registre vanneur pince sans rire. C'est très perso ou c'était écrit comme ça? Il y a beaucoup de choses sur le papier pour démarrer. Et après, il y a cette liberté qu'on a eue. Et c'est là où ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'avec Alban... l'opportunité qu'on a quand on s'est rencontrés dans le travail et qu'on a cette façon de faire circuler les choses, on s'est permis quelquefois, et parfois même Olivier en rajoutait aussi entre les prises, de dire tentons autre chose. Il y a une certaine liberté. Et pour le coup, oui, j'ai le personnage qui ramasse, parce que c'est de lui que vient la petite vanne systématiquement. Mais il y a quand même il y a un peu du comique de situation. Les autres ne sont pas en reste aussi. Mais on va dire que c'est le personnage qui parle avant d'être prêt et qui, on va dire, c'est forcément, il y a plus de matière à humour avec ce genre de personnes. Mais alors justement, sur un tournage comme celui-là qu'on imagine très technique et chorégraphié, parce que vraiment, je ne veux pas mentir, il y a quand même 2-3 scènes où on se dit je ne vais rien spoiler, il y a une scène sur une camionnette, enfin voilà, je ne dis que ça. Est-ce qu'il y a quand même de la place pour la rigolade sur le tournage? Oui, ou c'est vraiment extrêmement studieux et tout le monde est vraiment dans ses marques avec un truc, ça peut pas riper, sinon c'est dangereux pour tout le monde. Il y a les deux, forcément, il y a les deux. Mais moi, je trouve ça même, j'ai trouvé par moments ça très beau, ce qui s'est passé, on va dire, dans les réunions techniques de sécurité. Ce moment où le temps est vraiment suspendu, où on ramène toute l'équipe, et là, du coup, on voit une cinquantaine, voire une centaine de personnes suivant le jour, qui sont briefées pour une seule et même chose. Ce sera une explosion ou pas spoiler d'autres choses qui arrivent et qui sont très violentes, très dangereuses, mais qui sont entièrement cadrées. Mais il y a ce brief de sécurité qui est fait. Et de voir tout le monde rassemblé et de se dire ce qu'on va faire est incroyable, mais on va le faire qu'une seule fois parce qu'on est en France, parce qu'on a les meilleurs. Parce que le temps, c'est de l'argent. On a les meilleurs techniciens du monde, même les Américains le disent. On a les meilleurs techniciens du monde, mais la réalité est qu'il nous manque toujours un zéro pour faire ce genre de film. Donc on fait les choses, mais on les fait qu'une seule fois. Et alors, ceci étant dit, spécificité pour moi de l'action à la française, c'est que quand les héros morflent, ils morflent aussi à l'écran et ça se voit. Ils ne reviennent pas dans la scène d'après avec un débardeur immaculé. Là, Alban Lenoir, comme toi, vous mangez pendant tout le film, ça se voit.
ça souffre, ça voilà. Et je trouve ça assez agréable. Mais c'est vraiment parce que je suis sadique. Nouvelle pause musicale dans cette émission. On écoute The Game et 50 Cent, Hate It or Love It. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. The Game, 50 Cent, Hate It or Love It. C'est l'heure du contrôle qualité. Bon, c'est pas du tout le mot. Qualité est le mot. Je voulais soumettre ce titre à Dali Ben Salah, l'invité du score aujourd'hui. Est-ce que 50 Cent, ça marche aussi? Incroyable, ouais. Ça marche toujours. Bon, ok. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ton parcours, si tu le veux bien. Avignon, été 2018, il se passe ceci. Entrez et suivez-moi dans la prison de Fresnes. Ce n'est pas un grand crime de piller une banque. Quand le crime lui-même, c'est de fonder une banque. C'est toi qu'on entend dans Pur Présent, mise en scène d'Olivier Py. Quel souvenir est-ce que tu gardes de ce moment-là? Parce que c'était une pièce très longue, très dense. Et c'était ton premier Avignon, non? C'était pas mon premier Avignon, mais c'était, on va dire, mon premier vrai investissement dans le in du festival. J'avais déjà fait, on va dire, un demi-in avec Jean-François Sivadier auparavant. Et là, cette fois-ci, c'était une vraie création pour le festival d'Avignon. Et des souvenirs, j'en ai plein. Ouais. D'ailleurs, la date m'a évoqué aussi la finale de la Coupe du Monde en même temps. C'était la Coupe du Monde. Ouais, comment on fait quand c'est comme ça? On joue et devant un public qui est un peu moins captif que d'habitude ou... Il y a 2 entr'actes, donc on perd des gens au fur et à mesure quand les gens s'aperçoivent que finalement on peut se faire la Croatie. Et voilà, les gens sortent. Et ça s'est terminé, c'était assez incroyable parce que les gens étaient là, on n'entendait strictement rien. Parce qu'il y avait des klaxons, le match était terminé, les gens étaient dans la rue en train de faire la fête. Et il restait peut-être une centaine de personnes qui étaient devant nous et qui nous regardaient, qui profitaient de ce théâtre les amoureux. de mimes, de clowns, quoi, parce qu'il y avait plus de son que des klaxons. Mais non, j'en ai des souvenirs vraiment, vraiment très précieux parce que c'était vraiment un parcours, un voyage. Ce spectacle en 3 fois 1 heure. Ouais. Et vraiment, c'était waouh. Olivier Py et cette équipe, ces comédiens, on était là, 3 comédiens et un pianiste live. Et c'était l'un de mes plus beaux moments de théâtre, c'est clair. Parmi les moments déterminants aussi, il y a eu ceci. Ce que vous entendez, c'est The Blaze Territory. Je vais revenir évidemment sur le clip qui mettait en scène des retrouvailles et une transe à Alger sur un peu moins de 6 minutes. Une vidéo dans laquelle tu apparaissais. Une vidéo vue aujourd'hui 134 millions de fois. Quelle influence est-ce qu'elle a eu, cette vidéo, sur ce moment-là de ta carrière? C'est le point de départ. Le point de départ finalement. C'est, on va dire, le point de départ, la porte qui s'ouvre vers le cinéma et tout l'art audiovisuel, on va dire, au sens large. Parce qu'avant ça, je faisais du théâtre. J'avais fini ma formation, j'avais commencé à jouer professionnellement au théâtre. Mais avant, après ce clip, ça c'est clair. Concrètement, par exemple, ça m'amène le casting des auditions de James Bond. Bah oui, puisque parmi les 134 millions de gens qui l'ont vu, je le répète parce que le chiffre me semble fou, il y a effectivement Cary Fukunaga et Rebecca Zlotowski, je crois, qui ont vu le film et qui, de fait, t'ont appelé après. Ouais. Rebecca Zlotowski, c'était moins... avec Rebecca, c'était moins clair, on va dire. C'est qu'elle a dû le voir et dire, ok, on peut mieux faire, quelque chose à prouver, je veux le voir en essai, etc. C'est jamais vraiment ressorti, on va dire, noir sur blanc, que ça a participé à créer de la curiosité pour moi, voilà. Mais en tout cas, le James Bond, ça c'est clair et net, c'est Cary Fukunaga a vraiment fait l'américain en disant je veux rencontrer ce mec, peu importe où il est, trouvez-le, je veux le rencontrer. Ouais, alors intégrer justement une franchise comme celle de James Bond, ça colle des petites angoisses au moment d'y aller, ou t'étais vraiment assez détendu, parce que de fait tu sais pas trop à quoi t'attendre, j'imagine. J'étais quasiment détendu, justement, on peut le dire. On va dire, j'étais tendu juste sur la logistique, mais parce que j'étais sur le tournage en plus des Sauvages avec Rebecca Zlotowski à ce moment-là. Et non, j'ai pas eu le temps de rêver au fait à ce projet. J'ai pas eu le temps de rêver. Juste, je savais que j'étais embauché pour la plus grosse franchise internationale et pour un épisode particulier en plus. On peut t'attendre. On savait que c'était la fin d'un cycle, donc. Ça, je savais pas encore. Je savais pas encore. Il y avait d'une certaine manière ça planait, ça a été dit parce que contractuellement c'était le dernier de Daniel Craig, mais plus on avançait, plus c'était pas que du contractuel, c'était aussi la fin des fins. Un vrai méchant, un mercenaire nommé Primo, surnommé Cyclope pour des raisons relativement évidentes. Un bad guy, c'est un rôle comme un autre où il faut se mettre dans des dispos particulières.
Oui, parce que c'est un être humain avant tout. Donc il faut vraiment... sympathique. On va dire, la vérité n'est qu'une façon de voir les choses. Donc lui, il a sa vérité, il a son point de vue. Il doit éliminer, traquer James Bond. Ouais. Il a très peu d'infos, ce personnage, finalement, comme autant que moi. Hein. Voilà, un billet d'avion, l'hôtel, et voilà, tire sur Daniel Craig. Mais en méchant, on va dire, c'est une autre façon d'appréhender aussi, parce qu'il y a énormément de plaisir presque enfantin. Et le jeu rejoint l'enfance toujours. Alors c'est très très professionnel ce qu'on fait, ça c'est sûr. Mais ce côté où se dire, je fais partie des méchants, je vais vider des chargeurs, je vais faire des choses qui sont très violentes, etc. Mais ça reste pour de faux. Et voilà, on joue à la guerre et c'est jouissif parce qu'on ne fait qu'y jouer. Mais à l'inverse, c'était un vrai gentil dans la mini-série Les Sauvages de Rebecca Zlotowski et Sabri Loata. Il y avait quelque chose de très héroïque dans le bon sens du terme chez ce personnage-là. Oui et non. Encore que, tu joues un comédien. Après, il faut savoir la vie qu'on se fait de la vie d'un comédien, mais... Ouais, c'est vrai. Mais c'est que ce personnage-là, et je pense que si les romans de Sabri Loata apportent encore plus de réponses là-dessus, c'est que, il est ni tout noir ni tout blanc. C'est pas le sauveur, mais il tente de l'être. Et pour ceux qui ont vu ou ceux qui vont découvrir la série, c'est important. Allez-y, vraiment. Allez-y, carrément. Ouais. Non, c'est un personnage hyper intéressant. À suivre, quelques dilemmes pour mieux te connaître, d'humeur joueuse, juste avant Childish Gambino, This is America. Le score sur Radio Nova. Childish Gambino sur Nova, This is America est toujours en compagnie de Dali Ben Salah. J'ai promis quelques dilemmes. Ouais, c'est la partie un peu jouée. Vraiment, la base du jeu, c'est le tu préfères. Okay. J'ai pas dit que j'avais mis des trucs que très sympas. Il va y avoir des dilemmes très compliqués, mais je te soumets quand même. Est-ce que tu es prêt ? Allons-y. Pour sauver le monde, tu mises sur James Bond ou sur Bruce Wayne ? James Bond. Ouais, parce que tu as été Bruce Wayne aussi, je le précise, dans Batman Autopsy, adapté par Douglas Attal, qui est un podcast que vraiment... j'encourage tout le monde à écouter. C'est pareil, ça m'a collé aussi. Je mets plutôt James Bond. Plutôt James Bond, parce que je pense qu'à la fin, il fera quand même le bon choix pour sauver le monde, alors que Bruce Wayne, on va dire, il en a vu tellement des vertes et des pas mûres qu'au dernier moment, son doigt peut riper et se dire « franchement, les gens ne méritent pas ça. » T'as pas super confiance, en fait. Ouais, j'ai pas super confiance. Okay. Catégorie famille, le frangin idéal, c'est Sofiane Kames, dans Mes frères et moi, ton partenaire, ou Sami Slimane, ton partenaire dans Athéna. Pour quelle... Catégorie frangin. Idéal. Il y en a un qui est plus calme que l'autre quand même. Sofiane Kames. Sofiane Kames, Sami aussi en même temps, absolument. Mais Sofiane, on va dire, on est plus dans la tranche d'âge et voilà, Sofiane Kames, quoi. On va dire, Sami, je l'ai sauvé une fois, j'ai tenté. Il est mort quand même dans le film. Sofiane, il n'est pas encore mort. Donc on va partir sur Sofiane. Sofiane fait surtout des petites chorégraphies en slip de bain, en l'occurrence, dans Mes frères et moi. Sami Slimane est graphiquement très intéressant, mais il est plus compliqué à gérer, on va dire. T'as le droit à un combat. Quel adversaire tu choisis ? Jet Li ou Jackie Chan ? En adversaire ? Ouais. Oh, wow. Bruce Lee. Quitte à mourir, autant mourir de façon... Je te l'ai pas proposé. Je t'ai mis Jet Li ou Jackie Chan, tu fais Bruce Lee. Tu prends tout de suite le boss de fin, toi, direct. Non, Jet Li aussi, carrément Jet Li. Parce que Jackie Chan, il y a un côté où, on va dire, il a fait tellement de films, j'ai quasiment tous vus, mais il y a ce côté où, ce qu'il a fait même exploser, c'est, on va dire, le tout public. Et donc, de me battre avec lui, il y aura un truc où je vais frapper un doudou d'enfance. C'est pas ça cool. Se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Ok, je vois. Enfermé dans une dystopie pas très funky, pour tenir le coup, tu mises sur Laetitia Casta, ta partenaire dans la version audio de 1984, où tu joues Winston, ou Elisabeth Moss, ta partenaire dans la mini-série The Veil, qui elle en connaît un rayon question angoisse et dystopie, puisqu'elle est héroïne de Handmaid's Tale, parallèlement à ça. Sur qui tu mises pour déjouer la dystopie ? Je pense que je mise sur Laetitia Casta. Ouais. Je sais pas, il y a un petit feeling qui me fait... Il y a un feeling Laetitia Casta où je pense que, je sais pas si c'est la Corse ou quoi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle peut surveiller mes arrières et je surveille les siens, quoi. Intégration au sein d'un groupe, tu choisis celui des mafieux de Donnie Brasco ou le line-up de Usual Suspects ? Ah, waouh. Donnie Brasco. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite passion pour ce film. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, ça fait partie des films que je peux revoir. Je me l'impose pas, je vais pas le chercher, mais si d'une façon ou d'une autre il passe sur un écran quel qu'il soit, je peux rester accroché, je peux rater mon arrêt, je peux ne pas décoller du canapé, ou voilà, peu importe où est l'écran, je peux rester bloqué jusqu'à la fin. Ouais.
Catégorie rap et partenariat. Kerry James, qui t'a dirigé dans Banlieusard, ou Fianso, ton partenaire dans Les Sauvages et dans la série Alger Confidentiel, qui est une série Arte. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-la. Fianso, mon frérot. Ouais. Mon frérot, Sofiane Zermani, qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Voilà, on dit que quelqu'un prend son envol maintenant qu'il a décollé, je sais pas où il va, mais voilà. Ouais. Fianso, ouais. Bon comédien, hein. Ouais, super. C'est énervant, hein, ces gens qui arrivent, qui d'un seul coup se mettent à prendre du terrain sur les domaines qui ne sont pas les... Ouais, je vois bien. Catégorie tête couronnée, La Reine des Neiges ou Princesse Mononoke? Princesse Mononoke. Princesse Mononoke. Je sais pas pourquoi je sentais que la réponse serait très rapide. T'es un fan de Miyazaki? Absolument, absolument, ouais. Mais depuis tout le temps ou c'est peut-être découvert tard? Non, depuis tout le temps. Je crois que c'est l'un des premiers films que... Le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais plus quel âge j'avais, mais c'était très très jeune. Ouais. Et ensuite, j'ai vu Princesse Mononoke. Et je crois que je savais à peine... je savais lire, mais pas de fou. Donc c'était les sous-titres qui allaient très très vite. Et toute cette violence et cette beauté, cette fable écologique qu'est le film m'a emporté tout de suite. J'ai pas tout saisi sur le moment, mais quand je l'ai revu quelques années après, et ainsi de suite, et même maintenant, tous ceux qui l'ont vu, je les encourage à le revoir. Ce film-là, comme tous les films de Miyazaki, il y a énormément de lectures possibles à tout âge, à tout moment de la vie. Il y a une richesse inépuisable dans ces films. J'arrête avec mes dilemmes. Voilà, je t'ai assez torturé. On reprend la conversation dans un instant. À l'endroit où on l'a laissé, ce sera juste après la pub. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Dali Ben Salah, après l'avoir torturé avec quelques dilemmes dont il s'est très très bien tiré. Je dois dire, je voudrais qu'on reprenne à l'endroit où j'ai arrêté quand on faisait la petite rétro-carrière. Je voudrais qu'on revienne aussi un instant sur Athéna, le film de Romain Gavras, qui a été un film aussi important, spectaculaire, une tragédie grecque dans une cité. C'est toujours disponible sur Netflix. Et c'est un film qui a été présenté à la Mostra de Venise, qui est un endroit très singulier. Quel souvenir est-ce que tu en as ? C'était magnifique, c'était fabuleux. Première fois à Venise, première fois à la Mostra. Il y a une certaine classe dans ce festival. Alors, déjà avec l'arrivée en Vaporetto, voilà, le petit bateau, etc. Toute l'ambiance, déjà le décor est posé, c'est quelque chose. Un peu James Bond. Un peu James Bond, c'est vrai, faut le dire. Mais c'était surtout, je pense que ce que j'en garde, c'est la possibilité d'avoir partagé ce film sur grand écran, parce que Athéna, c'est sur Netflix, c'est disponible, voilà. Mais il y avait on va dire l'ambition de Romain Gavras. Derrière ça, c'est une ambition cinéma plus. Il aurait fallu des écrans de 280 mètres sur 360 pour les ambitions de Romain Gavras. Et je dis pas ça seulement parce que je l'apprécie, que j'ai adoré travailler avec lui. Il y a ce côté où c'est vraiment un peintre, un architecte. Quand on a répété ce film, parce qu'on a répété un mois avant, en amont, parce que c'était énormément de plans séquences, et on ne pouvait pas se foirer, se rater, mais pendant la caméra déambulait pendant les répétitions, ensuite on revisionnait ce qui se passait, et voilà, et il demandait toujours, ok, pause, en haut à droite, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il repeignait vraiment comme avec un stylet ou un petit pinceau, des arrêts sur image sur un moniteur, de dire, voilà, en haut à droite, il n'y a pas la place au hasard, à ceci, à cela, il faut que quelqu'un de la figuration, quelqu'un des électros soit au courant que tout doit être comme j'ai envie que ce soit, parce qu'on est tous ensemble, et je sais que vous êtes tous passionnés, que vous avez tous les moyens de faire les choses, et en bon capitaine de bateau, je vous dis les choses maintenant, dès les répétitions, parce qu'après on sera tous satisfaits de ce film au minimum, et on n'est pas satisfaits, on est ravis, on adore ce film. Mais alors justement, ce genre de film, avec ce degré de minutie, j'imagine quand on est dedans et qu'on le joue, c'est un truc, mais quand on le découvre sur grand écran, ça fait quel genre d'effet ? Est-ce qu'il était conforme à ce que tu t'attendais à voir, ou est-ce que d'un seul coup tu as pris une claque supplémentaire ? Pour le coup, je pense que c'est un des films qui était le plus compliqué à voir une fois on va dire la découverte, la première découverte, comme il y a énormément de temps d'écran finalement. Il y a ce côté où, alors c'est très technique, parce que la caméra est toujours collée à la peau du personnage, on l'embarque, on déambule, etc. Et ça, j'en avais pleinement conscience, c'est mon métier. Mais il y a ce côté aussi en même temps où elle fait partie de moi, et d'une certaine façon, parce qu'elle fait partie de moi, je l'oublie. Et du coup, de voir le film, j'ai l'impression, il y avait un petit côté, par moment, où se dire, ok... c'est pas du voyeurisme, mais presque il y a un petit côté où on se dit, mais d'accord, oui, je me souviens, j'étais là à ce moment-là, mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Pourquoi c'est filmé ? On voit beaucoup quand même. Pourquoi c'est filmé ? Il y avait un peu ce truc-là où il fallait intégrer, ça dure 2-3 minutes, hein, bien sûr, ça va, on est à peu près sans d'esprit, je crois, je touche du bois. Et ensuite,
il y a de revoir de voir tous ces blocs mis bout à bout et de se dire, ok, c'est un morceau. C'est un morceau. Et même si on a travaillé dessus, on se prend ce morceau. Le résultat est réussi dans le sens où ce que disait le monteur du film, c'est un film qui prend à la gorge le spectateur et qui ne dessert la main que sur les dernières minutes. Ouais, et encore tout doucement, elle dessert la main. Tout doucement, phalange par phalange. Exactement. Dans un registre différent, je voudrais qu'on revienne aussi sur Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, un film sur la justice restaurative. Est-ce que ce qui t'a motivé, c'était purement le rôle ou aussi justement ce sujet dont on parle finalement assez peu, qui est assez méconnu? Les deux complètement, c'est sûr. Et en même temps, le petit plus, quand même, oui, c'est le sujet, absolument. Mais tout comme Jeanne Herry, la réalisatrice, l'a dit, c'est quand elle a cherché, voulait faire un film sur la justice ou sur des avocats ou à ce moment-là quelque chose en lien avec la justice, quand elle est tombée sur justice restaurative, elle a pensé restauration, comme nous tous, les comédiens, voilà, on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire, la justice, bref. Et finalement, ouais, c'est un petit trésor qu'elle a trouvé. Et donc, elle s'est empressée de l'exploiter, mais elle a fait les choses très bien. Et forcément, pour moi, pour les acteurs, les actrices, de découvrir ce sujet à travers cette histoire qui est au plus proche du réel, c'est clairement le plus qui fait, ok, là, je vais interpréter un personnage, je vais être au service d'un film. Et ce film est au service de quelque chose qui existe et c'est tout bénef. Ça nous fait du bien, et on a envie que ça fasse du bien aux gens. Et ça, on a pu récolter ça au cours des avant-premières, des projections, avec les échanges avec le public, parce que les gens, à la fin, se posaient des questions sur le film et avaient l'impression que parfois c'était bisounours, mais des gens qui travaillaient dans la justice restaurative étaient sur place et leur répondaient directement pour leur dire non, en fait nous c'est notre quotidien, c'est notre travail, il n'y a rien d'abusé, c'est franchement, et ça pourrait même être plus, mais c'est comme ça que ça se passe, et ça doit exister, ça existe, mais ça doit exister encore plus. Dernier titre choisi par mes soins avant de te laisser la main, car je ne t'ai pas prévenu, mais il va falloir le faire quand même. Il va falloir que tu choisisses la dernière demi-heure de musique de cette émission. Okay. Moi, j'ai opté pour Tyler, the Creator. On écoute Earthquake. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Tyler, the Creator sur Nova. Earthquake est toujours en compagnie de Dali Ben Salah. Alors, il m'est très compliqué de te laisser partir sans te poser la question, puisque tu fais figure d'expert en France. On annonce Denis Villeneuve pour le nouveau James Bond. Et apparemment, tiendrait la corde pour le rôle de 007. Tom Holland, Aris Dickinson, Jacob Elordi. T'en penses quoi? Tom Holland, il est peut-être un peu âgé déjà, je crois. Ah ouais? Ah non, Tom Holland, non. C'est Spider-Man? Ouais, Tom Hardy. Ouais, non. Ah, Tom Hardy, ça aurait été super. Ouais. Pardon. Mais Tom Holland, il a un truc très physique. Donc, j'imagine que, vu les trois noms annoncés, c'est sur la jeunesse de Bond. Après, ouais. On est quand même. Donc, Tom Holland, non, je pense pas, parce que, quand même, à cause de Spider-Man, je crois même qu'il a. Il est sous contrat avec Marvel, a priori. Ouais, voilà, ça fait un peu beaucoup de franchise pour un gars. Et qui sont les autres, du coup? Aris Dickinson. Qui est-ce déjà? Baby Girl, avec Nicole Kidman. Ok. Jacob Elordi. Ah, Jacob Elordi, ce serait pas mal, mais il fait quoi? Il fait pas 2m25? Parce que tu crois qu'il est très grand? Il doit être un peu discret, quand même, James Bond. Je veux dire, rentrer dans une... Mais c'est surtout que ce qui me semble très étrange, c'est que, sauf erreur, Jacob Elordi est australien. Ah. Je ne sais pas si dans la franchise c'est autorisé, ça. Ouais. Même si, c'est tout ça, c'est Service de la Reine, mais non. Bon. Non, c'est Harry Dickinson, c'est ça le... Ouais, ok. Ouais. Allez, on prend les paris Harry Dickinson. Et pas par défaut, parce que franchement, en vrai, c'est un grand acteur. Moi, j'avais dit Idris Elba, mais bon, c'est beaucoup trop tard maintenant, donc tous mes choix sont toujours caducs. Avant de découvrir ta playlist, il y a une autre tradition ici, une rafale de questions sur la musique. Alors, quel est tes souvenirs? C'est pas du tout un QCM, quoi que ce soit. C'est vraiment de répondre du tac au tac ce que ça t'évoque. Ouais. Et j'ai pas le droit de te demander de justifier ni de juger. Okay. Ce qui est faux, parce que je le fais vraiment tout le temps. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Tonton du Bled. Ok, 113. Ouais. Le titre de ton adolescence? Tous illicites, L.I.M. Ton hit de karaoké? Drunk in Love. Ah ouais. Beyoncé. Ah ouais, on est vraiment sur de l'ambition. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Drunk in Love. Ok. Chanté par toi. Chanté par moi, on parlait de studio en début d'émission. Exactement. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Niggas in Paris.
Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir. Comment ça s'appelle, la chenille qui redémarre, tout ça. Ouais, tout ce qui est danse collective. Voilà, tout ce qui est... ta chanson de comédie musicale préférée? La chanson de comédie musicale préférée, ah mince, moi je suis très Bollywood quand même, j'ai pas les titres, mais Bollywood Chudian. Ok. Je sais pas si vous voyez Bollywood Chudian. Bah non, mais je suis très curieuse de fait. Je vais pas faire l'air, mais voilà. Tapez Bollywood Chudian sur YouTube ou je ne sais où sur Google, ça tombe tout de suite parce qu'il y a des millions et des millions de vues. Et enfin, catégorie pénible, la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Toutes les chansons de Juliette Armanet. Ouais. Une fois que ça rentre, ça reste bien, ça se cimente. Si je te dis c'est la fin, c'est fini. Voilà. Allez, c'est gagné. Jusqu'à demain. Merci Paris, c'est tout pour moi. Je rappelle donc que Les Orphelins d'Olivier Schneider avec Dali Ben Salah, Alban Lenoir, Sonia Faïdi, Suzanne Clément, Anouk Grimberg, Nedra Ayadi et Romain Lévy, ce sera dans les salles le 20 août. Voilà, si vous voulez voir de l'action, de la comédie, un film très efficace, il va faire très chaud, vraiment n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et il est donc grand temps qu'on découvre maintenant ta playlist. Pour démarrer, tu as choisi Tupac avec All Eyes on Me en 2 mots. Pourquoi Tupac? Si toutefois c'est vraiment une question. Parce que Tupac. Ok, ouais, ça va marcher comme ça sur tous les titres, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Akhenaton, la Funky Family pour clore le score dédié à Dali Ben Salah. Merci 1000 fois d'être passé par ce studio et je rappelle donc que tu seras dans les salles le 20 août dans Les Orphelins d'Olivier Schneider. Merci encore. Merci à toi. Et à très bientôt. Il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.